Cet été comme chaque été, plusieurs feuilletons ont rythmé notre mercato, et aux quatre coins de l'Europe, des supporters ont pleuré le départ de leur idole, ou célébré l'arrivée d'un prodige. Mais avant chaque transfert, avant chaque signature, il y a bien sûr une visite médicale. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une analyse très particulière, la visite médicale. Alors la visite médicale préalable à un recrutement, elle est souvent présentée par la presse comme une simple formalité, un contretemps un peu protocolaire, avant que le joueur puisse enfin être dévoilé aux supporters. Et pourtant, chaque été on a de nouveaux exemples de transferts qui échouent au dernier moment, à cause de la visite médicale, Youssouf Sabaly qui n'a pas pu rejoindre Naples, Clinton N'Jie, recalé par le Sporting, et bien sûr, Nabil Fekir qui a vu les portes de Liverpool se fermer devant ses yeux. La visite médicale n'est donc pas aussi automatique qu'elle en a l'air, et elle est même souvent une vraie source de stress pour les joueurs, l'ultime étape à franchir avant de réaliser son rêve. Aujourd'hui donc, on la dissèque en détail, à quoi ressemble la visite médicale d'un joueur pro, que cherchent à savoir les clubs acheteurs, et qu'est-ce que cette pratique nous apprend sur le football moderne de haut niveau. C'est parti. La première chose à savoir, c'est qu'il n'existe pas de protocole médical parfaitement standardisé, et en fonction des pays, des clubs ou même du joueur en question, on se dispense de certaines étapes. Donc il n'y a pas de visite médicale identique, mais si on compile tous les tests existants pour être le plus exhaustif possible, ça donne à peu près ça. Avant toute chose, généralement le matin, quand le joueur est encore à jeun, le corps médical procède à des analyses sanguines et d'urine. Infection, maladie, santé des reins et du foie, ça permet de tester pas mal de choses. Ensuite, on s'intéresse au cœur avec un électrocardiogramme et une échographie cardiaque, parfois assortie d'une épreuve d'effort, tout ça pour mesurer la structure du cœur, sa forme, sa bonne santé. C'est notamment comme ça qu'on avait détecté l'hypertrophie cardiaque de Lilian Thuram en 2008, qui avait empêché son transfert au PSG, mais surtout mis fin à sa carrière professionnelle. Alors pour l'instant, on a simplement parlé des analyses de sang et d'urine, et on appelle ça le bilan biologique, et on a parlé des analyses cardiaques, on appelle ça le bilan cardiologique. Et alors ça, c'est les deux seuls examens qui sont absolument obligatoires dans toutes les visites médicales. C'est des tests qui sont imposés par la LFP, qui d'ailleurs a une commission d'experts, et les médecins de club peuvent faire appel à cette commission s'ils ont besoin d'aide supplémentaire sur ces dossiers. Donc bilan biologique et bilan cardiologique, ça c'est la base légale, parce que c'est ce qui engage vraiment le pronostic vital du joueur, mais ensuite on passe à ce qui intéresse peut-être encore plus les clubs. Et là, on commence souvent par un simple questionnaire pour avoir plus d'informations sur l'historique du joueur, ses antécédents, guider potentiellement la suite des examens et établir un contact rassurant. Ensuite, généralement, on a un physiothérapeute qui va se faire une première idée de l'état des articulations du joueur avec 3 points d'emphase principaux, les chevilles, les hanches et surtout le MVP de la visite médicale, le genou. Ce premier diagnostic humain, entre guillemets, est complété par des tests avec des instruments de précision pour mesurer notamment des potentiels déséquilibres au niveau des hanches, de l'alignement des jambes, la bonne symétrie du bas du corps, etc. Le corps médical s'intéresse aussi à la force musculaire au niveau des articulations avec un des instruments les plus emblématiques de la visite médicale, c'est la fameuse machine isokinétique qui est le plus souvent utilisée pour analyser, encore une fois, le genou. Pour éviter toute mauvaise surprise, les clubs soumettent également chaque recrue potentielle à une IRM qui peut être partielle et donc plus courte, en ciblant spécifiquement quelques articulations par exemple, ou totale, une IRM corps entier qui prend environ 1h30. C'est le moment le plus pénible de la visite médicale pour le joueur qui doit rester totalement immobile, qui en profite parfois pour faire une courte sieste, mais c'est pas facilité par le bruit infernal de la machine. On enchaîne ensuite avec des tests aérobiques, donc encore une fois c'est du cardiovasculaire, mais cette fois c'est pas pour détecter une anomalie, juste pour mesurer les capacités du joueur, notamment en matière d'endurance. Alors c'est assez simple, ça se fait sur un tapis de course en augmentant progressivement la cadence jusqu'à atteindre la vitesse maximale, souvent autour de 22 km/h, et en faisant courir le joueur jusqu'à l'épuisement total avec pour objectif de tenir au moins 1 minute. Et puis on mesure parfois dans la foulée la capacité de récupération cardiaque en prenant le pouls au sortir de l'effort et 1 minute plus tard pour voir à quel point les battements se sont stabilisés. On touche alors à la fin de la visite et si c'est jugé nécessaire, le club peut réaliser quelques examens complémentaires en contactant notamment un ophtalmologue, un dentiste ou un psychologue, mais c'est souvent réalisé après la signature du contrat. Le joueur est alors libre de s'engager, l'opération est finalisée et les photos, qui sont parfois prises avant même la visite médicale, commencent à inonder les réseaux sociaux du club. C'est la fin d'une très longue journée. Donc voilà, ça c'est un peu toute la batterie de tests dans leur exhaustivité.
mais vous doutez bien que, en fonction de l'individu ou de la situation, on va mettre plus ou moins l'accent sur différentes choses. En fonction du poste, déjà, ça peut changer. Pour un joueur de champ, par exemple, on ne pousse pas vraiment les examens au niveau des épaules ou des coudes, mais pour un gardien, au contraire, c'est là que les recherches vont être le plus approfondies. En fonction du statut aussi, donc si on recrute un joueur qui est destiné à être un membre majeur du 11 type, sur un contrat de 5 ans par exemple, la visite médicale peut durer 2 jours, et si le montant de son transfert est élevé, en plus, la moindre chose qu'on détecte peut être un vrai motif d'inquiétude. A l'inverse, si c'est quelqu'un qui arrive pour dépanner au mercato d'hiver par exemple, en contrat court ou en prêt, et qui a quand même plutôt vocation à être remplaçant, la même découverte pourrait être beaucoup moins inquiétante. Et enfin, il y a la variable temporelle. Donc le meilleur exemple, c'est clairement au 31 août, à quelques heures de la clôture du mercato, là les visites médicales sont faites en express et on va réduire les examens à leur strict minimum. Tout ça pour montrer en fait que c'est très relatif et qu'à part malformation cardiaque ou grosse alerte dans le bilan biologique, c'est toujours le club qui prend la décision finale et qui la pondère relativement à ses attentes, au montant investi, à tout un tas de facteurs. C'est pour ça que, par exemple, si Fekir n'a pas pu rejoindre Liverpool cet été, ses rêves d'ailleurs ne sont pas éternellement brisés. Chelsea pourrait très bien considérer qu'ils sont, eux, prêts à prendre le risque pour X ou Y raison. Pour être aussi inépuisable qu'Andrés Iniesta, l'analyse quotidienne a besoin de votre soutien. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, et pour ne pas rater l'analyse de demain, vous pouvez comme d'habitude vous abonner, c'est gratuit et c'est de loin la meilleure manière de m'encourager. À demain.